lors d'une soirée jeu entre amis, ma compagne, Chloé, a choisi son collègue, Marc, comme partenaire, en plaisantant, on a une meilleure alchimie. Toute la pièce a ri à mes dépens, pas avec moi. Mais j'ai juste souri, car je savais quelque chose qu'elle ignorait. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email très soigneusement formulé au service des ressources humaines de son entreprise, accompagné des captures d'écran de leur dernier déplacement professionnel. Le jeu auquel nous jouions était l'un de ces jeux questionnaires pour couple, le genre conçu pour créer des moments gênants. Chloé et moi recevions. Nous avions environ 8 personnes, un mélange de nos amis communs. Et bien sûr, elle avait invité Marc. C'était son mari de bureau, une expression qui me donnait toujours la chair de poule. Il était suffisant, un peu trop beau d'une manière générique, et il me regardait toujours comme si j'étais un inconvénient temporaire. J'avais dit à Chloé que je ne l'aimais pas, que toute cette histoire de mari de bureau était irrespectueuse. Elle s'était contentée d'en rire, me disant que j'étais jaloux et que leur relation était entièrement professionnelle. Elle avait affirmé que leur dynamique était une blague récurrente au bureau et que cela les aidait à naviguer dans la politique d'entreprise de leur firme. Nous en étions à 2 manches du jeu et mon équipe avec Chloé était en fait en train de gagner. Puis vint la manche d'échange de partenaires. L'hôte, c'était moi, était censé attribuer de nouveaux partenaires pour une manche éclair. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, Chloé s'était levée, tenant son verre de vin. Elle avait pointé du doigt Marc. Je le choisis, avait-elle annoncé à la pièce. On a une meilleure alchimie, de toute façon. Quelques personnes avaient ri nerveusement, mais la plupart avaient rugi de rire. C'était le genre de rire qui se nourrit du malaise des autres. Ils étaient tous de la partie, et la blague, c'était moi. Marc s'était contenté de s'adosser au canapé, les bras écartés, avec un sourire qui disait « Que voulez-vous que je dise ?» La dame me veut. J'avais vu notre amie Léa me lancer un regard de sympathie, mais tout le monde jouait le jeu. J'avais regardé Chloé, qui était déjà en train de s'asseoir à côté de Marc, un petit sourire triomphant sur le visage. La douleur était là, une vive piqûre aux côtes, mais elle fut rapidement remplacée par un calme froid, silencieux. J'avais juste souri, un sourire lent et facile qui n'atteignait pas tout à fait mes yeux. Très bien alors, avais-je dit, gardant ma voix légère. L'alchimie d'équipe, soit. Voyons ce que vous avez. Ils avaient gagné la manche, bien sûr. Ils étaient agaçams synchronisés, finissant les phrases l'un de l'autre sur la culture pop et l'histoire. Chaque bonne réponse était ponctuée d'un high-five qui s'éternisait un peu trop ou d'un regard complice partagé. Ils se produisaient pour un public, et j'étais le naïf pour qui ils faisaient le spectacle. Le reste de la nuit fut un flou de moi jouant l'hôte gracieux tandis que mes entrailles avaient l'impression de se transformer lentement en glace. Une fois que tout fut terminé et que les gens commençaient à partir, Chloé était toujours excitée. Elle m'avait donné un rapide baiser distant sur la joue. « C'était amusant, n'est-ce pas ?» avait-elle demandé, sans attendre de réponse. Elle et Marc avaient passé la dernière heure dans un coin, la tête rapprochée, à faire défiler son téléphone et à rire. Après le départ de tout le monde, j'avais nettoyé la cuisine. Chloé était allée dans la chambre et je l'entendais au téléphone, sa voix basse et pleine de rire. Je savais qu'elle lui parlait. Ce n'était pas nouveau. Au cours des 6 derniers mois, sa vie était devenue de plus en plus liée à celle de Marc. Cela avait commencé par des nuits tardives au bureau, puis des appels le week-end pour élaborer des stratégies pour la semaine à venir. 2 semaines auparavant, ils avaient fait un voyage d'affaires de 3 jours ensemble pour une conférence. Quand elle était revenue, elle était différente, plus distante, plus dédaigneuse envers moi. Elle parlait sans fin des blagues internes du voyage, de la super présentation qu'ils avaient donnée, du plaisir qu'ils avaient eu au bar de l'hôtel. J'avais le sentiment lancinant que c'était plus qu'un simple lien professionnel. Mais je n'avais aucune preuve, juste un pressentiment et son comportement de plus en plus irrespectueux. Cette soirée jeu n'était pas une erreur ou un lapsus. C'était une déclaration. Elle me montrait, à moi et à tous nos amis, où j'en étais. Et en essuyant le dernier comptoir, j'avais décidé d'enfin l'écouter. J'avais fini de nettoyer et j'étais allé dans notre bureau à domicile. Sur l'étagère se trouvait sa vieille tablette. Elle ne l'avait pas utilisée depuis des mois, depuis qu'elle en avait reçu une nouvelle de son travail. Je l'avais branchée quelques jours auparavant, pensant que je pourrais l'utiliser pour diffuser de la musique. Je l'avais prise. Elle était toujours connectée à tous ses comptes, son email personnel, ses réseaux sociaux. Je n'avais jamais violé sa vie privée auparavant, pas une seule fois en 3 ans de vie commune.
Mais cette blague publique, ce rire méprisant de notre relation, avait rompu toute obligation que je ressentais de lui accorder cette courtoisie. Je m'étais dit que je cherchais juste une confirmation de ce que je savais déjà. J'avais ouvert son Instagram privé, celui qu'elle gardait pour un petit cercle d'amis, pas celui, plus soigné, qu'elle utilisait pour un public plus large. Et là, c'était là, la preuve. Bien pire que ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas seulement une simple aventure. C'était une galerie de leur voyage. Des photos d'eux se tenant la main au dîner. Une photo de 2 coupes de champagne qui s'entrechoquent avec les lumières de la ville en arrière-plan. Légendée, célébration d'une fusion réussie. Une autre, un selfie d'eux dans un spa chic, enveloppé dans des peignoirs d'hôtel, avec la légende, profitons au maximum de ce voyage d'affaires. Avantage de la conférence hachée. Mon sang se figea. Le spa, le champagne, le dîner chic. Je savais pertinemment que leur entreprise avait une politique stricte en matière de frais de déplacement. Les employés recevaient une indemnité journalière et une liste de fournisseurs approuvés. Ce spa n'était absolument pas sur la liste. J'avais fait défiler plus loin. J'avais trouvé une photo d'un reçu du dîner. Un restaurant de grillade chic. Cela dépassait les 400 €. Son commentaire en dessous à une amie était « Ne t'inquiète pas, on a juste appelé ça une réunion client. Marc est un génie avec les notes de frais. » Ce n'était donc pas seulement de la tromperie, c'était de la fraude. Ils volaient leur entreprise et s'en vantaient en ligne à leurs amis. J'avais pris mon téléphone et, avec soin, méthodiquement, j'avais pris des photos de chaque message incriminant. Les photos, les légendes, les commentaires, les reçus. J'avais tout mis en capture d'écran. Puis j'avais remis la tablette sur l'étagère, exactement là où je l'avais trouvée. J'étais allé dans la chambre d'amis et j'avais dormi sur le canapé. Je ne ressentais pas de rage. Je ressentais un étrange sentiment de concentration. Elle m'avait tendu l'arme, les balles et des aveux signés. Le lendemain matin, j'étais debout avant elle. J'avais fait du café, m'étais assis à mon bureau et avais rédigé un email. Le destinataire était la directrice des ressources humaines de son entreprise, une femme dont je me souvenais du nom grâce à un bulletin d'entreprise que Chloé avait laissé sur le comptoir. Je savais que leur entreprise, un acteur majeur de l'industrie technologique, venait de faire la une des journaux au cours du dernier trimestre pour un scandale de détournement de fonds par un cadre. Ils menaient une vaste campagne de relations publiques sur leur nouvelle politique de tolérance zéro en matière de violations éthiques. Je savais qu'ils devraient prendre tout rapport crédible de fraude au sérieux et agir rapidement pour éviter une mauvaise presse supplémentaire. L'objet était simple, concernant le code de conduite et la politique de dépenses. L'email était poli, professionnel et dévastateur. Je me présentais comme le partenaire de longue date de Chloé. J'expliquais que j'avais récemment pris connaissance d'une violation potentielle de la politique de l'entreprise que je me sentais obligé de signaler. J'avais joint les captures d'écran, toutes, la photo du spa, le reçu, son commentaire sur Marc étant un génie des notes de frais. J'avais écrit que j'étais profondément préoccupé par le fait que ce comportement puisse nuire à l'intégrité de l'entreprise. J'avais terminé en disant que j'étais disponible pour fournir plus d'informations si nécessaire. J'avais appuyé sur renvoyer à 8h15. Chloé était sortie de la chambre vers 9h, l'air satisfaite d'elle-même. Elle était toujours portée par l'euphorie de la veille. « Bonjour », avait-elle dit, en attrapant une tasse de café. Je ris encore de la nuit dernière. Tu as été un tel bon joueur. Je n'avais pas répondu. J'avais juste siroté mon café et regardé l'écran de mon ordinateur. Vers 10h30, j'ai reçu un texto d'un ami qui travaille dans la même entreprise, dans un autre département. Qu'est-ce qui se passe au service stratégie? On dit que 2 personnes vont être virées. Je n'ai pas répondu. La nouvelle a commencé à se propager. À midi, c'était confirmé. Un autre texto de mon ami disait, Chloé et Marc ont tous les deux été escortés par la sécurité il y a 1 heure. Ordinateur portable, badge, tout confisqué. Nom d'une pipe. Ils avaient tous les deux été renvoyés. L'entreprise étant déjà sous le microscope pour faute financière, mes preuves étaient irréfutables, et ils n'avaient pas d'autre choix que de faire d'eux un exemple. C'était un motif de licenciement immédiat, sans avertissement, sans indemnité de départ. Chloé est rentrée vers 13h. J'ai su l'instant exact où elle est arrivée parce que j'ai entendu sa clé claquer dans la serrure, suivie de la porte qui s'ouvrait en grand. Elle était pâle, ses yeux fous d'un mélange de panique et de fureur.
Elle tenait une boîte en carton avec quelques plantes de bureau tristounettes et une photo encadrée. Toi, a-t-elle crié, me pointant du doigt d'un doigt tremblant. Tu as fait ça? Comment as-tu pu? J'ai gardé ma voix calme. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Ne me mens pas, a-t-elle hurlé. Marc et moi avons été virés. Virés. Ils ont dit qu'un tuyau anonyme était arrivé à propos de notre voyage. Ça ne pouvait être que toi. Tu es le seul à faire quelque chose d'aussi haineux. Je l'ai juste regardé. Alors, tu dis qu'il y avait quelque chose à signaler lors de ce voyage? Quelque chose qui te ferait virer? Son visage s'est froissé. Elle savait qu'elle n'avait aucun argument. La colère s'est dissoute en larmes désespérées. C'était une erreur. On s'amusait juste. Tu as ruiné ma vie. Ma carrière est finie. Tu as fait ça, ai-je dit, ma voix toujours calme. Toi et Marc, vous avez trompé et volé votre entreprise. J'ai juste fait en sorte que les bonnes personnes en soient conscientes. Maintenant, tu dois faire tes valises. Elle a arrêté de pleurer et un air d'arrogance pure et non dissimulée a envahi son visage. Elle a même pouffé, un son court, sec, dédaigneux. Faire mes valises? Ne sois pas ridicule. Je ne vais nulle part. Et même si c'était le cas, je n'aurais pas de problème longtemps. Elle a croisé les bras, un petit sourire suffisant réapparaissant. Il va m'accueillir. Ah bon, ai-je demandé. Bien sûr que oui, a-t-elle dit, débordante de confiance. Contrairement à toi, il tient vraiment à moi. Nous avons une vraie connexion. Nous avons de l'alchimie. Elle a sorti son téléphone et a composé son numéro, le mettant sur haut-parleur pour marquer le coup. Elle voulait que je l'entende venir à sa rescousse. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix tendue de panique. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Ma carte d'accès pour le garage ne fonctionne pas, ils nous ont virés, Marc, a-t-elle dit, sa voix tombant dans un ton dramatique de demoiselle en détresse. Ils nous ont virés tous les deux. Ce monstre nous a dénoncés. Il y eut un long silence de son côté. Dénoncer pourquoi, a-t-il demandé, sa voix soudain méfiante. Le voyage, les dépenses. Je ne sais pas, écoute, ça n'a pas d'importance. J'ai besoin que tu viennes me chercher. Il me met dehors. Une autre pause, plus longue cette fois. Quand il a finalement parlé, sa voix était froide. Comment aurait-il su pour les dépenses, Chloé? La seule façon pour lui de savoir est s'il a vu ces stupides photos que tu as postées. Je t'avais dit de garder ces choses hors d'Internet. Je l'ai fait, a-t-elle insisté. C'était sur mon compte privé. Eh bien, visiblement pas assez privé, a-t-il claqué. Toute ma carrière est foutue parce que tu n'as pas pu t'empêcher de te montrer. As-tu la moindre idée des problèmes dans lesquels je suis? Nous sommes dedans, Marc, l'a-t-elle corrigé. Nous sommes ensemble dans cette affaire. Mais ce n'est pas grave. Nous avons l'un l'autre. Je vais juste venir rester chez toi jusqu'à ce que nous réglions ça. J'aurais presque pu entendre le sang s'écouler de son visage à travers le téléphone. Rester chez moi. Tu es folle, Chloé? Ma femme va me tuer. Elle se doute déjà de quelque chose. Si j'arrive avec toi et tes bagages, ma vie est finie. Pas seulement ma carrière, tout. L'expression suffisante de Chloé a vacillé. Ta femme? Tu m'as dit que tu étais séparé. Tu as dit que le divorce était presque finalisé. Eh bien, ce n'est pas le cas, a-t-il rétorqué. Et elle ne va pas être compréhensive si je me fais virer pour avoir emmené ma maîtresse au spa aux frais de l'entreprise. Je ne peux pas t'aider, Chloé. Tu es seule. Ne m'appelle plus jamais. Il a raccroché. Le silence dans la pièce était assourdissant. Chloé est restée là, téléphone à la main, son visage un masque d'incrédulité. Le fondement de son grand plan, le filet de sécurité dont elle était si sûre, venait de s'évaporer. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés d'une horreur naissante. La réalité de sa situation la frappait enfin vraiment. Sans emploi, sans abri, et l'homme pour qui elle avait tout jeté venait de révéler qu'il était un menteur, un fraudeur marié qui ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste pointé la boîte en carton vide qu'elle avait ramenée de son bureau. Tu devrais probablement commencer à faire tes valises maintenant, ai-je dit. Tu as beaucoup plus à y mettre que tu ne le pensais. Elle m'a juste fixé un instant,
puis s'est affaissée sur le sol et a commencé à sangloter. Pas les fausses larmes manipulatrices d'avant, mais les sanglots affreux et haletants de quelqu'un qui a tout perdu et qui sait que c'est entièrement de sa faute. Je suis allé dans la chambre d'amis, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à ramasser le peu de mes affaires qui se trouvaient dans la chambre principale. Je l'ai laissé là pour faire ses valises, les restes de la vie qu'elle avait si négligemment détruite. Cela lui a pris des heures. Je l'entendais se déplacer dans l'appartement, ponctué de crises de pleurs et d'une occasionnelle malédiction étouffée et furieuse. Je me suis tenu à l'écart. Vers 18 heures, elle avait enfin terminé. 3 valises et 4 cartons étaient empilés près de la porte. Elle avait l'air épuisée et brisée. Elle ne voulait pas me regarder. « Où vas-tu » ai-je demandé, non par sympathie, mais par un besoin pratique de savoir qu'elle quittait physiquement ma propriété. « Chez ma sœur » a-t-elle marmonné, fixant le sol. « Pour l'instant. »« D'accord » ai-je dit. Je l'ai regardée se débattre pour traîner la première valise hors de la porte. Elle n'a pas demandé d'aide, et je n'en ai pas offert. C'était une sortie pathétique au ralenti. Quand elle a enfin été partie, l'appartement s'est instantanément allégé. La tension persistante des derniers mois avait disparu avec elle. J'ai fermé la porte, verrouillé le pen dormant, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Les retombées avec notre groupe d'amis furent rapides. Léa, celle qui m'avait lancé un regard de sympathie lors de la soirée jeu, m'a envoyé un texto immédiatement. J'ai entendu ce qui s'est passé. Bien fait pour elle. Elle fait ça depuis des mois. Quelques autres m'ont contacté avec des messages similaires. Ceux qui avaient ri le plus fort à la blague étaient soudain silencieux. Ils ne voulaient pas être associés au drame, surtout quand il s'agissait de tromperie et de fraude d'entreprise. Chloé avait non seulement perdu son emploi et son amant, mais elle avait également brûlé son cercle social dans le processus. J'ai passé les heures suivantes à récupérer mon espace. J'ai changé les draps du lit, retiré ses affaires de la salle de bain et supprimé son profil de la Smart TV. C'était un rituel de purification. J'ai commandé une pizza, ouvert une bière et me suis assis sur mon canapé dans le silence glorieux et simple de ma propre maison. Je ne me sentais pas triomphant. Je ressentais juste un profond sentiment de soulagement. Puis, vers 23 heures ce soir-là, mon téléphone a vibré. C'était un texto d'elle. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais ma curiosité a pris le dessus. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était pas un plaidoyer pour le pardon. C'était un pur sentiment de droit, un dernier aperçu de l'esprit de quelqu'un qui ne pouvait tout simplement pas comprendre le concept de conséquence. Le texte disait, « Tu me dois. J'ai passé 3 ans de ma vie avec toi. J'ai décoré cet appartement. Tu vas devoir payer pour que je trouve un nouveau logement et me soutenir jusqu'à ce que je trouve un nouvel emploi. Ma sœur est assistante juridique et elle dit que j'ai des droits. » Je l'ai lu 2 fois. Pas un seul mot de remords, juste des exigences. Après tout ce qu'elle avait fait, elle se considérait toujours comme la victime et moi comme la personne obligée de réparer le désordre qu'elle avait créé. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais rien du tout. J'ai bloqué son numéro et je suis allé me coucher. La meilleure nuit de sommeil de ma vie.